Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo un peu particulière. On a souvent rassemblé nos souvenirs de formation pour créer du contenu sur cette chaîne et sur notre blog Solidaire Social. L'idée, comme vous le savez, c'est d'apporter un soutien aux étudiants, aux apprentis, aux professionnels, aux bénévoles, bref, à toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, s'engagent dans l'accompagnement des personnes en difficulté, quelles qu'elles soient. Et pour cette vidéo, on a eu envie d'axer ce travail sur la recherche d'emploi, de stages ou de missions bénévoles. C'est toujours compliqué de postuler dans une structure quand on ne connaît pas ses missions, le public accueilli et qu'on n'a pas d'idée concrète des tâches que l'on va devoir réaliser sur le poste. On ne sait même pas quoi mettre dans sa lettre de motivation souvent. Du coup, on s'est dit qu'on pourrait vous partager des vidéos de présentation de services qu'on connaît bien, qu'on a expérimentés. On espère en tout cas pouvoir vous apporter des informations utiles et pourquoi pas de vous donner envie d'en découvrir davantage. Dans tous les cas, on attend vos retours. On commence sans plus attendre. Aujourd'hui, on parle des foyers jeunes travailleurs. C'est parti! Tout d'abord, quelques indications pour que vous cerniez plus précisément ce type de structure. Nous sommes sur deux champs spécifiques, celui de l'insertion, bien sûr, et celui du logement accompagné, et non de l'hébergement, comme on peut l'entendre au sens d'un centre d'hébergement d'urgence par exemple. Les foyers jeunes travailleurs sont des établissements sociaux et médico-sociaux, comme l'indique l'article L312-1 alinéa 10 du Code de l'action sociale et des familles. Ils agissent donc en application de la loi 2002. La circulaire du 17 décembre 1996 relative aux foyers jeunes travailleurs nous propose une définition de ces structures. Les foyers jeunes travailleurs sont des institutions à but non lucratif qui mettent à la disposition des jeunes qui vivent hors de leur famille un ensemble d'installations matérielles pour leur hébergement et leur restauration, ainsi que des moyens qui permettent, directement ou indirectement, de favoriser leur insertion dans la vie sociale. Le texte de cette circulaire est clair. Ce sont des structures pour un public jeune. On y accueille les 16-25 ans, mais légalement, les FJT sont autorisés à accueillir un petit pourcentage de jeunes âgés de 26 à 30 ans. Je me permets une parenthèse ici parce qu'il me semble toujours important de pouvoir se représenter la configuration des locaux. Les foyers jeunes travailleurs sont des bâtiments d'habitation qui relèvent du Code de la construction et de l'habitation. Ils se présentent sous la forme de résidences avec un portail sécurisé, un interphone souvent et un hall d'entrée. Dans ce hall, vous y trouverez très certainement un bureau d'accueil, voire les bureaux de l'équipe socio-éducative. Les FJT sont composés de chambres et ou de studios, tout dépend du choix du gestionnaire. Le jeune se verra proposer une chambre ou un studio selon le montant de ses ressources. Si le jeune intègre une chambre, il partagera certains espaces comme la cuisine par exemple. Le partage des sanitaires se fait de moins en moins. S'il intègre en revanche un studio, tous les espaces seront privatifs. Vous trouverez en FJT des espaces communs tels que des salles, un jardin, une cour, un terrain de sport par exemple, car le FJT est un lieu de socialisation. Beaucoup d'animations, de projets socio-éducatifs, culturels y sont organisés. Donc l'idée, c'est de pouvoir favoriser la rencontre et l'échange entre les résidents. Certains FJT proposent une restauration sur place. C'était prévu comme ça dans les textes à l'origine, mais ça tend à disparaître de plus en plus. On y trouve aussi un service de laverie, parce qu'il n'y a pas de lave-linge et encore moins de sèche-linge dans les espaces privatifs. Enfin, vous pouvez aussi trouver une salle informatique. Ça se fait surtout dans les résidences qui accueillent pas mal d'étudiants. Les foyers jeunes travailleurs sont pour ainsi dire tous passés sous le statut de résidence sociale à ce jour. Ils agissent donc en application de la circulaire du 4 juillet 2006 relative aux résidences sociales.
Pour rappel, ces dernières ont pour vocation d'offrir une solution de logement meublé temporaire à des ménages ayant des revenus limités ou rencontrant des difficultés d'accès au logement ordinaire pour des raisons économiques mais aussi sociales et pour lesquelles un accompagnement social peut s'avérer nécessaire. Elles ont donc vocation à accueillir des publics très diversifiés. Cependant, vous l'aurez compris, l'entrée en FJT est conditionnée par la situation administrative et économique du jeune. Les logements en foyer jeunes travailleurs ouvrent droit à l'APL. À l'entrée, comme pour un logement autonome, seront demandés des justificatifs de ressources. Ce peut être un contrat de travail ou d'apprentissage, un contrat jeune majeur, un relevé de situation Pôle emploi, etc. Un dépôt de garantie ainsi qu'une attestation d'assurance multirisque habitation, outre les documents d'état civil. Notez qu'il peut être demandé une caution ainsi que des frais correspondant à l'adhésion à l'association. Enfin, chaque mois, la redevance doit être réglée à terme échu. La redevance correspond au loyer résiduel auquel est soustrait l'APL. La redevance ne comporte aucune charge à régler. Dites-nous en commentaire si vous souhaitez une vidéo un peu plus spécifique sur la procédure d'admission en foyer jeunes travailleurs. Les foyers jeunes travailleurs sont signataires d'un contrat de projet socio-éducatif qui les lie à la caisse d'allocation familiale. Le contrat de projet socio-éducatif se construit sur la base d'un diagnostic et d'un schéma d'évaluation. Ce contrat repose sur 3 exigences. Accueillir des publics prioritaires à 60% minimum. Il s'agit des jeunes en activité salariale, en alternance, en stage professionnel ou en recherche d'emploi. Ils peuvent accueillir 25% maximum de personnes de plus de 25 ans et 25% au maximum d'étudiants affiliés à la sécurité sociale étudiante. Deuxième exigence, respecter les 5 principes fondamentaux que sont le brassage social et culturel, l'aide à l'accès au logement autonome, l'accompagnement à l'accès aux droits et à la citoyenneté, la valorisation des potentiels des jeunes et des ressources de l'environnement, et la proposition d'un accompagnement individualisé. Enfin, la troisième exigence de ce contrat concerne l'offre de services obligatoires. En effet, les foyers jeunes travailleurs s'engagent à accueillir, informer et orienter les jeunes résidents, à leur faciliter l'accès à la mobilité et au logement autonome, ainsi que les accompagner dans leur processus d'insertion sociale et professionnelle. Enfin, vous l'avez compris, les foyers jeunes travailleurs sont tenus d'appliquer la loi 2002. Vous y retrouverez donc l'emploi des 7 outils garantissant les droits des usagers, dont voici la liste. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous souhaitez que nous mettions en ligne un topo sur la loi 2002. Nous y avons ajouté en bas de la liste l'évaluation interne et externe, puisque les FJT sont évalués en interne annuellement. Il y aurait encore beaucoup de choses à aborder, donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des questions, des remarques, des demandes particulières sur d'autres points. Je vous propose dès à présent de passer à la deuxième partie de ce diaporama consacré aux missions des foyers jeunes travailleurs. En résumé, le FJT est un premier accès au logement qui vise à favoriser l'autonomie des jeunes de 16 à 25 et parfois même jusqu'à 30 ans. Il n'est pas un logement autonome, il s'agit d'un logement temporaire. La circulaire du 17 décembre 1996 relative aux foyers jeunes travailleurs nous apporte un éclairage sur les missions de ces établissements. Ils accueillent des jeunes en cours d'insertion sociale et professionnelle en leur offrant une résidence adaptée à leurs besoins et en leur dispensant une palette de services complémentaires d'ordre socio-éducatif. Voici 2 textes de référence qui définissent les missions du foyer jeunes travailleurs. Ils sont assez courts à lire, mais je vous en fais une synthèse ici.
Le premier est le décret du 31 juillet 2015 relatif aux foyers jeunes travailleurs. Il vient préciser les missions d'accueil, d'information et d'orientation des jeunes en matière de logement. En effet, l'objectif premier est que le jeune résidant en FJT puisse acquérir assez d'autonomie pour accéder à un logement autonome. Les actions de mise en œuvre par les FJT doivent concourir à l'accès aux droits, à la santé, à l'emploi et à la formation, à la mobilité, à la citoyenneté, à la culture, au sport et aux loisirs pour chaque jeune accueilli. Le deuxième texte de référence est l'instruction DGCS du 9 septembre 2015 relative au statut juridique des foyers jeunes travailleurs. Elle réaffirme ses missions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accès aux droits. Elle vient également préciser la mission de gestion locative des FJT. Les FJT ont pour mission d'accueillir les jeunes en voie d'insertion professionnelle. Comme l'indique le contrat de projet socio-éducatif, les jeunes accueillis ont entre 25 et 30 ans. Un pourcentage de jeunes âgés de 26 à 30 ans est toutefois toléré, comme on l'a vu tout à l'heure. On retrouve en FJT des étudiants, des apprentis, des jeunes salariés, des stagiaires de la formation professionnelle, des intérimaires, des bénéficiaires de la garantie jeune ou du RSA. On l'oublie souvent, mais les FJT sont accessibles aux familles monoparentales et aux couples avec ou sans enfants. Les FJT peuvent accueillir des jeunes fragilisés socialement, comme ceux qui sont en rupture familiale, qui sortent du dispositif de l'aide sociale à l'enfance. De plus en plus de mineurs non accompagnés sont accueillis en FJT. Les familles monoparentales aussi, comme on vient de l'évoquer. D'autres profils de jeunes se retrouvent en FJT. C'est le cas des jeunes qui souhaitent être indépendants et devenir pleinement autonomes. Ils quittent le domicile parental pour avoir leur propre logement. D'autres y logent de manière temporaire pour y suivre une formation, un stage et se rapprocher de leur lieu de travail. L'accompagnement des jeunes en matière d'insertion se fait par le biais d'animations diverses. Des soirées karaoké, barbecue, des ateliers cuisine, qui ont pour but de créer et de développer le lien social. Des activités sportives et culturelles sont souvent proposées, comme du foot en salle, de la randonnée, du basket, de la self-défense, des loisirs créatifs, de la zumba. Des sorties mer, montagnes, parcs d'attractions peuvent figurer au programme, tout comme les fêtes de fin d'année ou de Pâques par exemple. Enfin, des projets socio-éducatifs sont souvent mis en place dans le cadre du partenariat local. C'est le cas des actions de prévention des addictions ou de la sécurité routière par exemple. Sont également mises en place des actions de sensibilisation en matière d'environnement ou de sexualité. Petite transition, ces actions menées en partenariat me permettent de vous présenter les partenaires les plus importants des foyers jeunes travailleurs. La CAF en matière de politique de la famille, le service social CARSAT pour l'accès aux soins, le Pôle emploi, les missions locales participent aux actions d'insertion professionnelle, les CARUD et l'EXAPA accueillent les jeunes souhaitant une aide liée aux addictions. L'EPID est un partenaire incontournable des FJT. Les sorties positives EPID donnent fréquemment lieu à des admissions en foyer jeunes travailleurs. De plus, des actions de prévention sont également réalisées en commun. L'UTAS, et plus particulièrement l'ASE, puisque beaucoup de bénéficiaires de contrats jeunes majeurs poursuivent leur processus d'autonomisation au sein des FJT. La PJJ oriente aussi régulièrement ses suivis en foyer jeunes travailleurs. Enfin, des associations, notamment de bénévoles, sont des partenaires précieux pour l'aide aux devoirs, aux cours de français ou l'accès à la pratique sportive. Le FJT se doit de proposer un accompagnement social et ou éducatif à chaque jeune accueilli. Il n'est en aucun cas obligatoire, sauf si le jeune bénéficie déjà d'un accompagnement mis en place avec un ou une professionnelle extérieure. Prenons l'exemple d'un bénéficiaire de contrat jeune majeur. Il est déjà accompagné par un éducateur ou une éducatrice ASE.
Dans ce cas, le travailleur social FJT fera le lien avec ce professionnel systématiquement et veillera à ce que les objectifs du CJM soient respectés par le jeune. Il assistera donc aux réunions de synthèse et fera le bilan du séjour en FJT du jeune. Pour les autres résidents non accompagnés à l'extérieur, ils peuvent demander un accompagnement selon leurs difficultés. Le plus souvent, ils demandent un soutien dans leur démarche administrative et d'accès à l'emploi ou à la formation. L'accompagnement est alors contractualisé entre le jeune et le travailleur social FJT sous la forme d'un PAI qui sera revu et réadapté aux besoins. L'accompagnement en FJT touche divers champs d'intervention, mais le travailleur social doit garder en tête ses missions qui relèvent de l'insertion des jeunes. Il orientera donc le résident si sa situation ne relève pas du travail à réaliser en FJT. Pour les résidents les plus fragilisés, le FJT est une part importante du maillage institutionnel mis en place puisqu'il concerne tout le quotidien de ces jeunes. Je vous propose, dans cette troisième et dernière partie, d'aborder les activités des professionnels de FJT. Alors, quel type de personnel trouve-t-on en FJT ? Eh bien, une équipe de direction, un directeur ou une directrice d'établissement et son adjoint ou adjointe, ce peut être un ou une chef de service. Une équipe socio-éducative, on y trouve des animateurs titulaires de BAPAT parfois, sinon de BPGEPS, de DEGEPS, et puis des travailleurs sociaux de niveau 3. Les conseillers ESF sont souvent appréciés dans ces structures. Il y a aussi une équipe administrative, donc des agents d'accueil, des secrétaires, un ou une comptable, des personnels techniques pour l'entretien et les réparations des locaux. Et puis, vous pouvez aussi rencontrer des permanents sociaux qui ne travaillent que quelques heures sous forme d'astreinte en cas d'urgence. Centrons-nous sur le travailleur social de niveau 3 ou 4, ceci dit. Pour ma part, je n'ai jamais travaillé avec un ou une ME en FJT, mais ils sont sûrement présents dans ce type d'établissement. D'ailleurs, faites-nous un petit coucou en commentaire, les ME de FJT. Êtes-vous nombreux dans ces structures ? Je ne sais pas. Alors pour rappel, le travailleur social donc agit sous la responsabilité de la direction. Il travaille en coordination avec les animateurs, les animatrices sur des projets socioculturels, des actions de sensibilisation par exemple. Il collabore également avec le personnel administratif, le secrétariat, la comptabilité, s'il y a besoin d'un budget animation par exemple. Il développe et entretient le réseau partenarial, bien sûr. C'est lui qui est chargé, lui ou elle, des accompagnements socio-éducatifs, donc il co-élabore et suit les projets d'accompagnement individualisés. Le travailleur social peut réaliser en soutien des tâches administratives et d'accueil, des états des lieux par exemple. Et puis bien sûr, il est amené à rédiger divers écrits professionnels. De manière plus concrète, le travailleur social donc, propose un accompagnement social lié aux démarches administratives, par exemple. Donc, ça peut être aider à remplir des dossiers, ça peut être de l'ouverture, du renouvellement de droits, l'accès au logement, l'accès aux soins, l'orientation vers des professionnels extérieurs selon la situation du jeune. Il y a aussi un travail éducatif à mettre en place, donc elle peut concerner l'alimentation. Si par exemple le jeune a des difficultés à se composer des repas équilibrés, s'il saute des repas par exemple. Ça peut concerner l'hygiène, la tenue du logement, la gestion de budget, donc où là on peut effectivement travailler avec des petits cahiers budget. Il arrive très souvent que le travailleur social soit appelé en soutien sur des tâches d'accueil, des tâches administratives, notamment dans des périodes clés pour les FJT qui sont les rentrées scolaires par exemple, où là on peut effectivement encaisser les redevances, faire les états des lieux d'entrée et de sortie, tenir la grille d'occupation avec les réservations, les logements vacants, les logements réservés.
assurer l'accueil physique, téléphonique ou électronique des personnes qui souhaiteraient des renseignements, donc en vue d'intégrer un foyer jeune travailleur. Et puis bien sûr, comme très souvent, des écrits professionnels, alors des rapports sociaux, des évaluations à destination d'autres professionnels, de partenaires, des notes de service, donc qui vont concerner des prises de décision en termes de fonctionnement par exemple, des rédactions de projets, d'actions sous forme de fiches par exemple, des rapports d'activité, souvent les travailleurs sociaux, puisque c'est eux qui mettent en place leur intervention, tiennent des observatoires et donc ces observatoires liés à leurs interventions sociales et éducatives vont pouvoir nourrir le rapport d'activité annuel. Et puis il arrive que le travailleur social soit mis à contribution pour rédiger des projets d'établissement par exemple. Concernant les qualités demandées pour le poste de travailleur social, le dynamisme en est une particulièrement importante. En effet, le poste implique des déplacements, surtout si l'association gère plusieurs résidences. Des réunions réseau, des réunions partenariales sont à prévoir, ainsi que des déplacements liés à la mise en place d'animations ou d'activités hors résidence. On l'a vu, le professionnel peut être amené à gérer l'accueil. Et des visites de logement peuvent être envisagées. Des visites à domicile en somme. Des accompagnements physiques peuvent aussi avoir lieu avec les résidents, notamment en cas de recherche de logement autonome. Certains moments clés, comme les rentrées scolaires et universitaires, demandent beaucoup de travail, au même titre que la période estivale où les jeunes s'engagent dans des jobs d'été. Le sens de l'accueil. Il est particulièrement important en travail social, mais en FJT, une posture commerciale est très appréciée. Soyez vendeur. Je vous rappelle que le FJT tourne grâce à son taux d'occupation et l'objectif est donc d'afficher complet. Il faudra également faire preuve d'un sens de l'organisation affûté. Jongler entre les départs, y compris à la sauvette, les admissions, les réservations et les rendez-vous de préadmission n'est pas toujours aisé. Gardez un œil régulier sur vos plannings. Pour les assistants de services social et les conseillers en économie sociale et familiale, il faudra vous faire une raison. À moins que le FJT ait cloisonné le travail social et le travail éducatif, vous aurez des missions éducatives auprès des résidents. Enfin, le poste demande une certaine souplesse concernant les horaires. Ces derniers sont relativement contraignants. On y travaille essentiellement en soirée, puisque les jeunes sont actifs et donc absents en journée. Et il est également possible qu'on vous demande d'être présent certains week-ends. Vous pourriez éventuellement faire quelques astreintes. Enfin, concernant les compétences pour le poste. Il faudra faire preuve d'une capacité à travailler en équipe. C'est une compétence, j'insiste. On vous demandera de connaître aussi les dispositifs de droit commun. Rappelez-vous, vous êtes un professionnel de l'insertion. Connaître le bassin d'emploi local. Bien évidemment, vous êtes un acteur de l'insertion professionnelle des jeunes. On vous demandera également une connaissance parfaite du domaine logement-hébergement, de pouvoir gérer des projets socio-éducatifs, de connaître les techniques d'animation adéquates et d'avoir quelques notions de droit des étrangers. Voilà pour cette vidéo de présentation des foyers jeunes travailleurs. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile. Dans ce cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager, l'idée étant qu'elle puisse apporter des indications utiles en vue de postuler. Si vous avez des questions, des retours d'entretien ou d'expérience, on serait ravis de pouvoir vous lire. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. On essaie d'être le plus réactif possible. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas à nous contacter également. On se retrouve très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, restez solidaires. Ciao!